Bonjour, ici Diane Rioux. Je suis animatrice curieuse et investisseur immobilier. Alors, deux sujets très, très intéressants seront abordés dans cet épisode de Deal et Confidence. On jase avec Jean-Michel Groslot, qui est investisseur depuis 2017. Il nous parle de son parcours à travers ces 7 acquisitions qu'il a fait depuis ses débuts, ces 7 projets, dont 2 techniques qu'il a utilisées, des techniques de financement, donc la subvention du vendeur et aussi la marge de crédit hypothécaire sur Petitplex pour propriétaires occupants. Donc, 2 façons de mettre moins d'argent en mise de fonds et de générer plus de cash flow. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, on est avec Jean-Michel Groslot. Salut Jean-Michel! Bonjour, Ça va bien? ça va très bien vous. Oui, ça va super bien, merci. Alors, toi, tu es dans l'immobilier depuis 2017. Tu as plusieurs acquisitions déjà de réaliser en peu de temps. Alors, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu, que tu me parles de toi, de ton parcours et aussi de tes acquisitions. Parfait. Ben, évidemment, oui, j'ai commencé en 2017, mais la graine a germé, je vous dirais, fin 2016. Tout d'abord, ben, ça, j'ai une formation en administration à l'Université de Sherbrooke. Et j'ai travaillé dans le monde corporatif, donc une grande entreprise. J'ai monté les échelons, puis j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Pendant la dernière année, là, je me suis intéressé pas mal à l'immobilier pour essayer de trouver une autre façon de voir la vie, d'investir, puis dans le fond, de se bâtir une fortune, une équité, au lieu d'avoir juste un emploi. Et entre autres, j'ai lu un livre, le livre de l'indépendance financière par l'immobilier. Ça m'a mis la puce à l'oreille à les possibilités qu'il y a en immobilier, puis surtout de comprendre comment faire de l'argent là-dedans, puis comment se développer. Ensuite de ça, j'ai suivi une formation. Je me suis inscrit, peut-être les gens connaissent ça, que l'investisseur immobilier. J'ai fait le coaching à partir de début 2017. Puis bien, j'ai tellement embarqué, là, au début, on a la fougue, la motivation, puis Ouais. mieux, la petite naïveté là, qui fait qu'on fait le saut. Puis en avril, j'ai lâché mon emploi puis je me suis lancé à temps plein. J'étais, dans le fond, très motivé, évidemment. Puis j'avais sécurisé au moins une première acquisition. Donc, elle n'était pas achetée, mais promesse d'achat était acceptée pour me lancer à temps plein. Tu dirais-tu, Jean-Michel, avec un peu de recul, que tu avais de toute façon un peu la graine de l'immopreneur? J'avais la graine de l'entrepreneur, je pourrais dire, puis l'immopreneur est venu par la suite. Une fois que OK. j'ai compris comment ça se faisait, comment c'était possible de prospérer dans ce milieu-là. Tu as réalisé depuis 7 acquisitions. Il y en a Ouais. qui sont plus récentes. Tu veux nous faire un petit portrait de tes acquisitions? Ouais, je pense que j'avais un peu structuré ça de cette manière-là. Je me suis dit que mon parcours peut être intéressant pour des gens qui commencent dans Mhm. l'immobilier. Moi, c'est quand même très récent, ça fait à peine 1 an et demi. À travers chacun des projets que j'ai faits, je pense qu'il y a une petite courbe d'apprentissage, puis on voit la progression à travers mes 7 projets. Dans les 7 projets, j'en ai 4 qui sont déjà vendus, puis j'en ai 3 qui sont en cours. Fait que c'est assez frais, à ma mémoire. Tout a commencé, je l'avais dit tantôt, j'avais sécurisé une première transaction avant de me lancer. C'était une maison à Longueuil, une petite maison qui était à démolir et à construire. Donc, c'était essentiellement un vieux chalet, là. Euh, j'ai acheté ça, tu vois, pour commencer en immobilier, c'est bon de faire ça, acheter une promesse d'achat. Donc, il y a quelqu'un qui me cédait sa promesse d'achat, puis ça se trouvait être Olivier Lepage, qui est connu dans le monde immobilier. Mhm. Puis j'ai acheté ça avec mon très bon ami, Félix. Puis on est allé, on a tout structuré l'acquisition. Puis le plan de match final a été de faire une construction neuve. Fait qu'on est allé avec la Desjardins. Aussi simple que ça, autoconstruction. On s'est fait cautionner par nos 2 pairs. Puis on a fait le projet. Ça a pris un bon 6 à 7 mois, tout faire là, de l'acquisition, démolition, construction, revente. Puis on a revendu à bon profit. Puis on a fait pas mal de contacts dans la construction, évidemment. Et c'est un projet, je vous dirais, qui était plus gros que ce qu'on pensait à la base, parce qu'une construction neuve, c'est comme le flip de A à Z, hein, on touche à tout. Puis ça m'a amené à vouloir continuer. Puis j'ai acheté directement une deuxième maison. Cette fois-ci, encore une fois, j'étais moins à l'aise. J'ai fait de la prospection,
mais j'ai pas, tu sais, j'ai trouvé ça plus simple de racheter un autre PA. Fait que j'ai racheté un autre PA au même groupe, le groupe Tandem, Jean-Nicolas Lacasse puis Olivier. Puis dans cette fois-ci, je me suis même mis en partenariat, l'importance du partenaire, hein, des partenariats pour se lancer au début, se faire épauler. Puis j'ai fait le projet avec Jean-Nicolas, justement, une maison sur la rue Jarry à Saint-Hubert. Celle-ci, c'était un peu différent. C'était une maison qui était très bonne base. Il y avait un sous-sol à finir. Donc, on s'attendait à faire des rénovations moyennes, si on veut. Évidemment, il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C. Dans ce projet-là, les rénovations ont un petit peu dépassé le budget initial, mais quand même, étaient bien achetées. Ça venait, la provenance, ce coup-ci, c'était un avis de 60 jours qui avait été travaillé. Donc, évidemment, c'est trouvé par mon prospecteur, la plateforme. Puis, contact avec le vendeur directement. Puis, on l'a acheté pour le solde de ses dettes, plus un petit montant. Le financement dans ce dossier-là, idéalement, bancaire, ça n'aurait pas nécessairement passé parce que là, je n'impliquais pas mon père comme cautionnaire. On est allé au privé. Donc, deuxième projet, je testais déjà le prêt privé. Mm-hmm. Et la manière qu'on a structuré ça, c'est qu'on prenait le prêt pour l'acquisition. Puis après ça, moi et Jean-Nicolas, on mettait la mise de fonds pour les rénovations. Okay. Une autre manière de financer les projets. Après ça, on a... le résultat, c'est qu'on a réussi à vendre ça en 4 mois. On a essayé la plateforme du Proprio. Ça a fonctionné. On a vendu à peu près 1 mois et demi après la mise en vente. Puis ça a été à profit. Profit modeste, là. Honnêtement, là. Quand on dépasse les coûts, normalement, c'est ça, là. Exact. Le profit était moins intéressant. Ouais. L'apprentissage était là. On a fait d'autres contacts dans le monde de la rénovation. Plus ton réseau est grand, plus tu es prêt à faire d'autres projets après. Donc, c'était profitable. Jean-Nicolas m'en a parlé de ce projet-là. Ah ouais? Oui, tout à fait. Et il disait qu'il y avait, il avait ressorti des leçons de ce projet-là. Il trouvait ça super intéressant. Comment après, il a dealé avec les gars de la construction, tu sais, pour les impliquer plus dans les projets. Il a fallu, c'est ça. On a testé quelque chose d'autre. C'était plus un clé en main qu'on voulait au départ. Finalement, il a fallu qu'on mette plus de jus de bras qu'on pensait. Mais en bout de ligne, effectivement, on s'est fait un bon réseau à travers les entrepreneurs, plombiers, électriciens. D'ailleurs, je les ai réutilisés sur mon prochain projet. Donc, à ce sens-là, c'était bon. Mon troisième projet, c'était j'ai acheté ça au début, j'en ai fait juste un. Après ça, j'ai acheté une deuxième. Mais avant de vendre la deuxième, j'avais déjà racheté un troisième projet. Encore une fois, une maison unifamiliale. Peut-être que c'était dans ma zone de confort. Par contre, la provenance était très intéressante. J'avais fait une annonce Kijiji. On achète des maisons, appelez-nous maison cash rapidement. On fait un offre, ça vous engage à rien. Puis, mine de rien, j'ai eu un appel. Le jour même, je suis allé rencontrer la propriétaire. On a négocié. La semaine d'après, on avait déjà une entente signée. Une maison Saint-Hubert, ce coup-ci, c'était le plan parfait pour un flip maquillage, au sens où la maison était en bon état. Il restait juste à rafraîchir l'esthétique, puis faire une mise en marché, puis vendre ça rapidement. Donc, le résultat... toujours avec le prêt privé pour le financement? Vous avez raison. Au niveau du financement, ce coup-là, c'est un autre apprentissage. J'étais allé avec un partenaire. On aime ça. Mon partenaire, c'est Vincent. Lui, c'est un partenaire que j'ai pour plusieurs autres projets. On a financé bancaire, mais on a acheté avec entreprise. Donc, c'est intéressant de penser ça. On n'a pas passé par le commercial au niveau des banques. On a passé par le réseau. On a passé par un courtier hypothécaire qui nous a amené dans le réseau des particuliers. Fait qu'on n'a pas eu de surprime ou plus de mise de fonds qu'à mettre que monsieur, madame, tout le monde. Donc, on a financé à 80% de la valeur. Puis, on a dû sortir 20% de la mise de fonds. Puis, c'était un prêt qui est dans 2017, on était autour de 2,5, 2,6. Donc, le coût de possession pendant le projet était très peu. Une petite particularité aussi qu'on a eue dans ce projet-là, c'est qu'on a fait une subvention du vendeur. Première fois que j'utilisais ça. Je vais la réexpliquer peut-être un peu plus tard dans l'entrevue. Grosso modo, dans ce projet-là, on payait 306 000 $.
mais on a notarié un prix à 365. Fait qu'aux yeux de la banque, des institutions, aux yeux de tous les autres gens qui vont aller voir au registre foncier, on payait pas mal plus cher. Ça nous a permis de réduire notre mise de fonds à l'acquisition. Fait qu'on avait une subvention de 60 000 $. Donc, on a surfinancé. On n'était pas à 80 %, là, on était à peut-être à plus 90. Ça, c'était une belle shot. Donc, c'était encore une fois un apprentissage, là. Puis une première. Donc, à chaque projet, comme j'essayais quelque chose de nouveau, puis plus ça avance, plus je les combine, les techniques, si on veut. Finalement, quand j'ai dit au début que ça prend un plan A, B, C, D, celle-ci, on pensait vendre ça rapidement. Il a fallu qu'on la mette 3 fois en marché. Donc, on était sur le marché du proprio, on l'a testé 2 fois. On sortait, on faisait plus de réno, on remettait sur le marché. Puis à la fin, on a fini par faire plus de rénovations, mais on a mis en vente sur MLS, puis on a vendu en 1 jour plein prix. Wow! Ça, c'est un autre apprentissage qui est de dire, puis j'en profite dans ce projet-là pour en parler, sur du proprio, c'est alléchant de dire on n'a pas de commission à payer. Le moins, si je peux dire, c'est que les acheteurs sont moins qualifiés, sont pas prêts tout de suite à faire l'achat versus sur MLS, vont être prêts à payer plus cher et plus rapidement, puis sont prêts. Parce que les courtiers vont t'aider à, on va dire, closer la transaction, c'est dans leur intérêt. Puis pour toi aussi, pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est dans notre intérêt. Même commission, sur du proprio, j'ai vu que les gens sont prêts à négocier, ils s'attendent à faire une aubaine aussi. Fait que, tu sais, c'est un plus ou moins. Ça, c'est l'apprentissage dans celui-là, là. MLS, ne pas négliger ça pour revendre rapidement et à bon prix pour faire un autre projet. En même temps que j'avais celui-là, j'ai acheté un 3e projet. Un 4e? Un 4e. Mon 4e. Ben, 3 en même temps, mais le 4e. Oui, c'est ça. J'étais rendu à 3 en même temps, mais je vendais. On avait accepté sur le projet à Jarry à Saint-Hubert avec Jean-Nicolas. Ouais. Au moins, je récupérais de l'argent pour ça, donc j'étais prêt pour mon 4e projet. Ce coup-là, c'est en partenariat. On est un groupe de 5 investisseurs. C'est un triplex à rénover complètement vacant à Montréal, dans le secteur Ville-Marie. C'est pas moi qui ai trouvé le projet, c'était un des partenaires. Ça venait de la passerelle MLS. C'est quand on dit qu'il n'y a pas des deals sur MLS, c'est faux. C'est parti d'un système de suivi. Chapeau à mon partenaire Florent, il a fait les suivis qu'il fallait. On a acheté 100 000 $ en bas du prix affiché. Wow. On avait un vendeur motivé de l'autre bord, évidemment, quand on faisait nos recherches, là. On s'en est rendu compte. Puis on a financé ça privé, un peu le même style que Jarry, donc un prêt privé, puis nous, on avançait les rénovations. C'était des rénovations majeures, c'est pour ça qu'il fallait être plusieurs pour avancer la mise de fonds adéquate, puis séparer les tâches. Particularité dans ce projet-là, dans un immeuble à revenus, donc un petit plex, ce qui était le fun, c'est qu'on a réussi à relouer des petits appartements 3,5 à des prix que moi, je croyais pas possible. Pas de 875 par mois pour un petit 500 pieds carrés, puis un autre 900. Ça nous a aidé à faire gonfler la valeur de revente de notre plex. Le petit truc là-dedans, c'est qu'on incluait les 4 électros. Frigo, poêle, laveuse, sécheuse qu'on a trouvé sur Kijiji. On a trouvé ça sur Kijiji, puis ça coûtait peut-être 100 $ l'unité là, en mois. Ça vaut la peine. Ben, ça vaut la peine pour aller chercher un 100 $ supplémentaire par mois. Fait que, projet qui s'est déroulé sur 6 mois, vendu sur MLS. On a testé du proprio. On est arrivé à la même conclusion. Il n'y avait pas de gens qui étaient prêts à acheter. Tout de suite, versus on s'est mis sur MLS. On a bien négocié notre courtier, inscripteur, pour y aller à 3 %. Puis, on a vendu en 2-3 semaines à bon profit. C'est sûr qu'on était plusieurs, donc évidemment, on est plusieurs à la table. Mais beaucoup d'apprentissage. Les flips à Montréal, c'est pas la même chose que sur la Rive-Sud. Les particularités, les fils Hydro-Québec, les locations de containers, les entrepreneurs, c'est pas la même chose. Beaucoup plus de permis à aller chercher à la ville, ainsi de suite. Et c'est intéressant de faire ça, puis ça allume que, évidemment, c'est pas pour rien que le marché à Montréal, il est chaud. Les valeurs sont là. Les valeurs, les gens sont prêts à payer. Pour un triplex, ça peut aller de 500 à 700 000. Même dans le plateau, je pourrais aller dans le million. Donc, il y a de la place pour les rénovations. Évidemment, il faut bien acheter. 5e projet qui a été fait en même temps
Encore une fois, j'en avais 3 à ce moment-là en parallèle. Ce coup-ci, vous voyez que dans mon parcours, j'essaye d'autres choses. Tu sais, j'ai quand même pas fait vraiment de choses, de projets qui sont pareils. Ce coup-ci, c'est un terrain vacant dans la région de Sainte-Catherine. J'ai acheté ça avec mes 2 partenaires, Vincent et Dominique. Puis, c'était affiché sur Kijiji. Moi, je trouvais que le prix était bon parce que quand je me fiais à ce que les gens étaient prêts à payer dans la Rive-Sud pour un triplex, on parle tout le temps de 150 000 pour le terrain à 160. Là, j'avais mon terrain à 160 000 pour un quadruplex qui venait déjà avec les plans, qui était approuvé avec la ville. Donc, un projet qui n'était pas clé en main, mais qui était déjà facile à calculer avant d'acheter. Pour essayer la construction neuve, mais cette fois-ci pour un petit plex. Le projet est encore en cours. On est financé ce coup-ci. Ce coup-ci, on a incorporé une entreprise. Puis on est financé bancaire avec la Desjardins, avec des boursiers progressifs. Si les gens ont plus de questions, ils me poseront par après, je répondrai. Là. Mais c'est assez simple. Pour l'instant, ça va bien. Puis on pense livrer ça début printemps. Dans le fond, les déboursés progressifs, c'est que quand vous avez une tranche de rénovation, vous présentez vos factures et là, Desjardins vous verse le prêt en conséquence. Ça ressemble à ça. Petite nuance, c'est sûr qu'ils vont passer par un évaluateur agréé qui va venir constater l'avancement des travaux. OK. Idéalement, j'aurais aimé ça que ça fonctionne par facture payée parce que là, ton déboursé est vraiment directement lié à tes dépenses. Mais en réalité, c'est qu'il fonctionne avec une grille de pourcentage. Ils vont attribuer un pourcentage, puis ça, c'est une grille qui est bonne pour peu importe le projet. Donc, ça peut être avantageux au début s'ils te donnent plus d'argent que ce que tu as dépensé, mais en cours de projet, ça se peut aussi qu'ils te débloquent moins d'argent que ce que ça t'a coûté. Ça, j'essaie de peaufiner ce côté-là parce que c'est un problème de cash flow pendant le projet quand tu n'as pas déboursé qui couvre tes dépenses. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a gonflé le coût de construction. Ça, c'est un petit truc, là. Tu gonfles la construction, fait que en bout de ligne, ils ne s'en rendent pas compte de combien tu payes, ça va être à la fin. Et ça nous a aidé avec notre cash flow, évidemment, pendant le projet. Super. Fait qu'on verra. Oui, la suite. La particularité, je vous dirais, là, qui est le fun à savoir, c'est pour construire du neuf, c'est un autre type d'investissement. Il faut avoir une licence RBQ. Quand on veut revendre du neuf, il faut avoir la garantie des constructions neuves. Et ça prend un cautionnement qui est important, ça prend une structure en place. Pour éviter ça, on a trouvé, on ne le savait pas au départ avant de se lancer, on peut faire avoir une licence ça s'appelle constructeur propriétaire. Donc là, on n'a pas besoin de GCR. Aux yeux des instances gouvernementales comme la RQ. Excuse-moi, c'est quoi GCR? C'est la garantie de construction neuve. Okay. La GCR, exactement. Puis ça, c'est n'importe quel entrepreneur qui veut vendre des maisons neuves, des condos, doit offrir une garantie de minimum 5 ans. C'est un régime qui est géré par Rapublique. C'est gouvernemental, là, cette assurance-là. Mais dans notre cas, nous, c'était pas possible parce qu'ils demandaient des cautionnements qu'on ne pouvait pas donner, puis de l'argent qu'on allait geler. Fait que on a trouvé une autre solution. On est allé par constructeur propriétaire. Là, on a le droit de construire pour nous si on veut garder. C'est comme une petite zone grise. OK. Et pas nécessairement de vendre par après, si vous pouvez lire entre les lignes. D'accord. Oui. On est dans ce projet-là. Je ferai un suivi oui, c'est ça. Au début du printemps. Une autre. C'est ta sixième. Un autre. Sixième. Ça, c'était mon quasiment dernier. J'ai fait ça en octobre dernier, quand j'ai notarié. C'est un terrain. Donc, un terrain à Carignan. Provenance, ça venait du bouche à oreille. Donc, je vais en parler plus tard là, dans mes conseils pour des gens qui veulent se lancer. Le réseautage, la force du réseautage, c'est un projet qui m'a été amené par quelqu'un qui faisait une subdivision de terrain. J'étais un gros lot, il subdivisait en 4 et il vendait les terrains à l'unité. Puis il vendait à un prix qui était très bon là, par rapport à, ça donnait de la place pour revendre tel quel. Donc, moi, j'ai tout de suite saisi l'opportunité. J'ai rentré une offre d'achat. J'ai utilisé la subvention, encore une fois. Puis, j'étais allé financer ce coup-ci avec la banque.
moi, j'étais un petit peu ratoureux. En fait, j'avais compris l'importance d'acheter un terrain qui a une maison dessus. Parce que lui, il vendait les autres terrains qui n'avaient pas de maison. L'avantage d'acheter un terrain qui a une maison, c'est que tu peux financer la maison. Ah oui, c'est vrai. Oui. Tu peux aller chercher jusqu'à 80 %. Même si tu étais propriétaire occupant, tu aurais pu aller jusqu'à 80 %. Fait que moi, je suis allé au conventionnel. Et j'ai acheté à 80 % de la valeur, mais j'ai fait une subvention. En gros, j'ai mis 5 000 $ pour acheter mon terrain. Wow! En mettre 35. Mm-hmm. Donc, je vous laisse faire les chiffres par en arrière, là, mais ça me coûtait pas cher. C'était financé bancaire. J'ai été cautionné par mon père, évidemment. Merci, papa. Puis, évidemment, quand tu te lances comme moi, là, pendant 2 ans, mes revenus ne sont pas comptés. Je ne suis pas nécessairement finançable aux yeux des banques. C'est pour ça que ça prend des prêts non, ça prend des endosseurs ou des prêts privés. Dans mon cas, à moi, j'ai mon père qui m'aide là, à cautionner, mais lui, ça ne coûte pas une scène. Il ne sort rien. Là. Il m'occupe de tout. Puis là, j'ai mis en vente. J'ai acheté ça. J'ai financé très bien, très peu de mise de fonds. J'ai mis sur MLS. Parce que puis ça me coûte pas cher par mois, ça me coûte entre 400 et 500. Là. Donc, c'est pas dur, c'est pas lourd à supporter en termes de cash flow. Puis j'attendais. J'ai mis un prix du marché. Vous voyez, j'ai déjà une offre d'achat acceptée présentement. Puis ça va faire un très bon projet. Là. J'en dis pas plus parce que c'est en cours de transaction. Oui, là. oui. C'est comme mon meilleur projet en termes de temps investi, mise de fonds investi. Oui. Coût de possession. C'est ça. Puis maintenant, pour en rajouter, 7e projet. Je viens d'acheter un triplex propriétaire occupant. Donc, je compte aller déménager là-bas. Dans quel secteur? Longueuil. OK. Proche du secteur Saint-Charles, le vieux Longueuil. C'est le secteur qui vaut cher ou il y a des terrasses, restos. C'est la place à aller. Là. En plus, c'est tout près de mon bureau où je suis présentement. Là, fait que j'avais comme planifié mes cartes. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que la provenance, là, c'est réseautage encore. Lors de mon premier projet, donc on parle de la Maison Neuve à Longueuil en 2017, on s'était bien entendu avec le voisin d'en arrière. Puis lui m'avait référé quelqu'un qui voulait peut-être vendre justement un terrain. Puis de fil en aiguille, moi j'avais contacté, puis ces personnes-là voulaient vendre finalement leur triplex en premier. Et qu'il y a 1 an de ça, j'étais déjà sur le projet. Finalement, j'avais fait une offre d'achat, ça avait fonctionné, puis il s'était retiré à la dernière minute. Là, il voulait régler un problème d'isolation, en tout cas. Fait que là, moi, pendant l'année 2018, je ne pensais plus à ça, là, j'étais passé à d'autres choses. Mais j'ai fait un suivi à la fin 2018. L'importance des suivis. Ça, c'est le takeaway, si vous pouvez prendre ça, là. L'importance du suivi, là, ça fait le jour et la nuit dans l'investissement. Il était encore à vendre, puis j'avais un logement vacant maintenant, ce qui facilitait ma transaction pour commencer des rénovations et tout ça. Puis, en dedans de 2 semaines, j'ai réussi à ramasser la mise de fonds, trouver une façon créative de faire le financement, puis j'ai combiné toutes les techniques que je connais. Subvention vendeur, balance de vente, propriétaire occupant, financement bancaire, évidemment gonflé. Puis dans ce coup-ci, ça a tellement bien fonctionné que, pour vous donner un chiffre, je payais un prix X, on va dire 400 000, là, faire des chiffrons. Puis mon prêt accepté était 30 000 de plus. OK. Et j'achète 100 mises de fonds, puis j'ai 30 000 pour rénover. Fait que, puis la valeur a sorti à 150 000 $ de plus que ce que je payais. Fait que pour l'instant, ça part bien mon année 2019. Tout à fait. Mais, je dis ça en toute humilité, le projet est à faire. Donc, les chiffres sont bons sur papier, mais avant que mon projet fasse du sens, il faut que je rénove à coût raisonnable et que je reloue à prix élevé. Donc, j'ai des hypothèses de location. Puis, une fois que ça c'est fait, normalement, je pourrais habiter en bas puis ça se paye tout seul. Donc, j'ai même pas d'argent à sortir de ma poche pour payer mon hypothèque. Donc, ça résume un peu mes 7 projets que j'ai en cours. Évidemment, je suis encore dans l'action. J'ai un offre accepté sur un
un condo. Maintenant, je me lance un peu dans le terrain, développement de terrain. Puis je cherche surtout des immeubles à logement, mais multi-logements, 6 logements et plus à garder. Fait que, un an et demi plus tard, j'ai pas mal plus d'outils. C'est vraiment génial, Jean-Michel. Donc, toi, là, tu as décidé de ne pas te confiner à un secteur en particulier. Les offres qui se présentent, les bons deals, tu les analyses, tu les étudies, puis t'embarques, peu importe si c'est du terrain, du multi ou d'autres choses. Évidemment, oui. Je vous dirais, pour commencer, j'ai fait ça, ce qui m'a amené à avoir le parcours que j'ai présentement. Mais plus j'avance, la réflexion est bonne, mais la réflexion, c'est de se dire qu'il faut se focusser pour être meilleur. Donc, pour ça qu'en 2019, j'ai des objectifs qui sont plus précis sur les types de projets que je veux faire. Maintenant que j'ai essayé plusieurs choses, je me concentre maintenant là, pour 2019 pour être plus efficace. Puis au lieu d'avoir un plan 1 an, mon plan est sur 5 ans. Donc, c'est pas nécessairement le résultat que je vais avoir en 2020 qui m'intéresse, c'est le résultat que je vais avoir 5 ans plus tard que je vise. Donc, je focus. C'est bien. C'est bien. Dis-moi, dans tout ça, c'est quoi vos critères si vous embarquez ou pas dans un projet? Si vous trouvez que c'est un deal ou pas un deal? Je vais séparer les types de projets que je regarde. Présentement, c'est sûr que je travaille avec partenaires. Hein. C'est sûr que tout seul, c'est pas quelque chose que j'envisage. Je veux travailler toujours avec des partenaires sérieux. On regarde pour faire évidemment des investissements court terme, ce qui veut dire achat-revente. Je vous dirais qu'on travaille ce qui a un capital à gagner de 50 000 et plus maintenant. Mm-hmm. Aller jusqu'à 100 000 parce qu'on veut faire 50 000 chaque, par exemple. Donc ça referme, je dirais, l'entonnoir, là, les types de projets qu'on regarde. Donc, il faut qu'il y ait un potentiel de faire 100 000. Maintenant, c'est l'objectif 2019, là, de trouver des projets court terme qu'on va pouvoir revendre dans l'année, qui vont avoir ça minimum. Donc, évidemment, si on regarde mon parcours, des maisons unifamiliales entre 200 et 350 000, c'est un peu plus difficile. C'est pas impossible de faire ces expectatives de profit-là, mais c'est plus difficile. Donc, c'est pas vers ça que je vais focusser là, en 2019. Ensuite, un autre objectif pour dire si c'est un deal ou pas, c'est dans le multi-logement. Évidemment, j'ai fait plusieurs offres en 2018 sur des multis, mais ça n'a juste pas closé. Mais j'en ai plusieurs qui sont en mode suivi. Donc, ça ne me surprendrait pas que les graines aient germé et que je réussisse à closer une transaction en 2019 sur des deals que j'ai travaillé l'année passée. Mm-hmm. Pour moi, ce qu'on regarde, et moi et mon partenaire principal, là, Vincent, on regarde un projet qui a beaucoup de jus. Donc, un multiplex qu'on voit qu'il y a un potentiel d'augmentation des revenus et de diminution des dépenses, assez pour avoir un plan de sortie qui est de refinancer et de récupérer la mise de fonds. Donc, je pense que c'est le coup rêvé de tout le monde. On veut optimiser en court laps de temps, 1 an, refinancer, récupérer, l'expression on dit nos billes, chercher un prochain projet, puis rouler la mise de fonds qu'on a. Parce que la mise de fonds est limitée au départ. Donc, c'est les deux angles d'approche que j'ai pour 2019. Multilogement puis des flips à plus gros potentiel. Quand tu dis multilogement, est-ce qu'on parle de petitplex ou de 6 et plus? 6 et plus pour qu'on tombe dans la catégorie de financement commercial. Puis c'est ça, pour le financement est plus simple. Oui, puis dans le fond, tu peux, comme tu dis tantôt, optimiser, puis refinancer, puis finalement, ça va plus vite quand on fait ça. Exact. Ça va plus vite. Il faut prendre son temps de trouver les bons deals, mais une fois que tu es dans le projet puis que le potentiel est là, évidemment, tu as la possibilité de récupérer toute ta mise de fonds, ben oui, ça va plus vite, effectivement. Puis toi, ta spécialité dans l'équipe, est-ce que c'est toi le négociateur? Est-ce que c'est toi le prospecteur? Est-ce que c'est toi la tête? Est-ce que c'est toi les bras? C'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu apportes à l'équipe? J'ai porté pas mal tous les chapeaux à date. Je dirais, ce que j'apporte à l'équipe, c'est
Je suis un rassembleur à la base. Je suis fort dans la prospection. Puis je suis surtout plus fort encore dans passer à l'action. Ça, c'est ma force qui a fait j'ai fait plusieurs projets avec des partenaires différents. C'est que j'appelle ça avoir du gaz, là, avoir de la motivation, de la drive pour mener un projet de A à Z, puis de passer à l'acte, puis d'arrêter de l'analyser, là. Puis ça a été ma force dans mes partenariats. Évidemment, j'ai porté le chapeau de l'analyste, de la prospection. J'ai même mis du jus de bras dans certains projets, là. Donc, j'ai été les mains aussi. Puis, la coordination, c'est de rassembler les bons partenaires, puis après ça, avancer. C'est le rôle que j'aime avoir, là. La gestion de projet. La gestion de projet, évidemment, oui. Puis, mettre les bonnes personnes en charge de la bonne tâche, si on veut. Quelqu'un qui est habile de ses mains, il va être en charge du chantier. Quelqu'un qui est bon dans les chiffres va être en charge de l'analyse, de coordonner ces gens-là. Puis, mais je peux toucher à tout, là. Tout à fait. Ben, je pense que ça... Un généraliste. Oui, c'est ça. Je pense que ça prend ça en immobilier. Ouais. Donc, tu as fait du bancaire au niveau du financement, du prêteur privé. Tu as fait quand même subvention du vendeur aussi. Je ne sais pas si tu voulais élaborer davantage sur expliquer vraiment c'est quoi pour ceux qui nous écoutent. La subvention du vendeur que j'ai utilisée à 3 reprises dans mes projets et que je compte réutiliser allègrement dans mes futures acquisitions. Si vous voyez, je regarde à droite, j'ai des petites notes là, de points importants. Là. La subvention du vendeur, à ne pas confondre avec la balance de vente, c'est lorsque on achète une propriété puis qu'on se fait remettre un montant d'argent après l'acquisition par le vendeur. Pour faire des chiffres simples, j'achète un projet à 300 000 $, qui est le réel prix payé, mais aux yeux de la banque, je l'achète 400. Fait que le vendeur s'engage à me remettre 100 000 $ une fois que j'ai financé le projet au notaire, ce qui permet de financer sur la valeur marchande du projet et non sur le prix payé. Donc, si la valeur marchande est de 400. Il faut que la valeur marchande soit de 400. Exact. Parce que ce que j'allais apporter, c'est en tant que prospecteur et investisseur, quand on embarque dans un projet, généralement, on l'achète en bas de ce que ça vaut. C'est un peu la règle de l'art, là, c'est de faire un profit à l'achat. Puis, de cette manière-là, tu ne veux pas te faire financer sous ton prix payé parce que là, tu mets plus de mise de fonds pour rien quand la réelle valeur marchande est plus haute. Donc, dans mes 3 projets, ça m'a permis de réduire grandement ma mise de fonds. Quand tu réduis ta mise de fonds, ça augmente ton rendement par rapport à justement cet argent-là, puis tu es plus liquide. Tu es paré à faire d'autres investissements ailleurs. Plus tu as d'argent que tu gardes avec toi, c'est toujours mieux. Tu peux rouler puis être prêt à faire feu. Donc, évidemment, il y a la mécanique de tout ça. Je pense que c'est un peu compliqué. J'essayais de me préparer à l'entrevue puis de me l'expliquer. En gros, je suis capable de l'expliquer rapidement, mais c'est la technicalité au niveau de comment on sécurise l'argent avant de faire la transaction. Puis je préfère le dire sous seing privé. En fait, ça, un notaire est habilité à faire ce genre de transaction-là. Oui, non? Idéalement, quand il y a une banque d'impliqués, le notaire ne doit pas être au courant. Ah. Okay. Il va traiter ça comme une diminution de prix de vente. Okay. Qui est obligé de le dire à la banque, fait que la banque va te financer sur ton prix payé à la fin. Fait que tu as perdu l'avantage de la subvention. La manière de le faire avec le notaire serait d'acheter comptant. Comme ça, il n'y a pas de banque qui sont impliquées. Là, ils sont habilités à le faire. Puis après ça, tu refinances. OK. C'est une manière de le faire de façon sécuritaire, entre autres. Là. OK, c'est bon. Puis aussi, il y avait quelque chose d'intéressant dans un de tes projets. C'est le Plex que tu vas occuper dans Vieux-Longueuil. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as demandé une marge de crédit pour ce prêt-là? Oui, j'ai fait ça dans mes deux derniers projets, le terrain que j'ai en vente et le petit Plex. Dans le fond, l'avantage, j'ai trouvé ça malgré moi, là, ça m'a été proposé, en fait.
par mon directeur de compte chez Desjardins, au particulier. Il faut faire attention, là, c'est au particulier. C'est que j'ai acheté le Plex avec un prêt hypothécaire, mais une portion du prêt hypothécaire était une marge hypothécaire. Donc ça, c'est à l'acquisition directement. La nuance par rapport à un prêt conventionnel régulier, c'est qu'une marge de crédit, ton obligation, c'est de payer les intérêts. Oui. Actuellement, tu n'as pas d'obligation de rembourser un tel montant fixe par mois. Tu pourrais le rembourser d'un coup le lendemain. Donc, tu as beaucoup de flexibilité par rapport à l'utilisation de ton prêt de cette portion-là. Puis, dans mon cas, à moi, dans un petit Plex, ça me permet de réduire mon service de la dette. Je ne sais pas si vous comprenez le terme. Mm-hmm. Donc, le paiement hypothécaire que j'ai effectué mensuellement est réduit parce que je veux juste payer mes intérêts sur la marge et sur la portion prêt, ben là, je suis obligé de payer le montant qui est fixe, qui est amorti sur 25 ans. Ce qui fait que j'ai un cash flow positif sur un petit Plex. On penserait que c'est impossible. Ben, moi, j'ai été pas élevé comme ça, mais je veux dire, à travers le réseautage que je faisais, on dit pourquoi on veut des 6 logements et plus. C'est parce que le cash flow est positif. Dans un Plex, on paye souvent plus cher que la valeur économique, pour rentrer dans les termes précis. Puis, généralement, si on veut habiter dedans, ça nous coûte de l'argent à vivre là. Puis on rembourse notre prêt. Mais avec une marge, en ayant bien acheté, puis en ayant des loyers assez hauts, évidemment, il y a plusieurs étapes qu'il faut qu'ils s'alignent, plusieurs étoiles, on est capable, dans mon cas à moi, mon hypothèse est que mes 2 loyers d'en haut payent mes taxes annuelles, mon assurance, mon entretien de 500 $ par porte, plus mon service de la dette. Donc, je peux vivre en bas gratuitement. Façon de parler. Oui. Puis, si je le louais, parce qu'éventuellement, je vais sûrement déménager de là-bas. C'est 100% dans tes poches. C'est dans mes poches. C'est sûr que ça prend pour acquis que la banque ne va pas rappeler ma marge pour me dire « Hey, tu n'as pas remboursé ta marge. » Mais moi, c'est une entente que j'ai avec eux de dire « Non, je ne veux pas la rembourser, puis je le fais de façon volontaire. Mm-hmm. C'est meilleur, mais je vais rembourser la portion de prêt. C'est pour ça qu'il ne te passe pas 100% de marge. La proportion, c'est 65% de ton prêt. OK. Tu peux l'avoir en marge. Donc, dans mon cas, moi, je conseille ça pour tout le monde qui veut se lancer en immobilier. Là. Je ne vois pas de raison pourquoi en fait, les gens devraient tous faire ça. Oui, mais c'est parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne ou qui va nous être proposé d'emblée. C'est plus compliqué que du conventionnel. Alors, tu sais, on le va souvent avec la facilité. C'est contre-intuitif, en fait. C'est de se dire, moi, je veux pas rembourser mon prêt. Ouais. Puis, tu sais, par rapport à ça, je faisais toujours une nuance avec mes partners, c'est de dire, rembourser son prêt, là, c'est pas payant. C'est pas parce qu'on rembourse notre prêt que l'immeuble va prendre de la valeur ou pas. C'est pas parce qu'on rembourse notre prêt que l'argent qu'on rembourse, là, elle n'est pas placée, donc elle a un rendement de 0. J'aime bien mieux avoir l'argent dans mes poches, l'investir ailleurs, que de rembourser un prêt. Tout à fait. C'est intuitif. On dirait qu'on n'a pas été élevé comme ça, puis les gens, c'est pas ça qu'ils pensent. Ils disent hey, moi, je veux payer mon bloc, puis après ça, il va être à moi. Mais moi, demain matin, je me revire, mon bloc va quand même prendre de la valeur, même si je ne rembourse pas mon prêt. Mon profit à l'achat est déjà là en place. Puis, l'argent, je l'ai liquide dans mes poches, je peux faire ce que je veux avec. De là, l'idée de suivre des formations puis de s'éduquer au niveau de Ça, c'est sûr. De la finance en immobilier. Écoute, d'écouter des podcasts. Oui, c'est ça. Puis de faire du réseautage. Oui. Hey, Jean-Michel, le temps file. J'aimerais ça que tu, finalement, que tu nous dises un petit peu les leçons que tu as retenues et puis quels conseils aussi tu donnerais à des débutants dans le monde de l'immobilier. OK. Donc, j'en ai noté un petit peu. Évidemment, tu l'as mentionné en fin d'entrevue, c'est de dire la formation. Tout part de là. Donc, il faut se former pour apprendre les connaissances. Après ça, savoir où trouver les opportunités, la mécanique de l'achat. Tu sais, quand on n'est pas familier, il faut au moins connaître la base. Donc, moi, évidemment, je donne crédit au club d'investisseurs parce que c'est là que j'ai fait mon école. Puis, je le recommande à tous d'ailleurs. Ensuite, à ne pas négliger le réseautage. À la minute où est-ce qu'on se met à réseauter, on se rend compte que c'est un petit monde, l'immobilier au Québec, même l'immobilier ailleurs, là,
dans le pays. Mais quand même, plus tu parles à des gens, plus tu en apprends, tu développes des partenariats, tu cherches des partenaires financiers, tu sais, les gens qui n'ont pas de mise de fonds. C'est à travers des faits de discussions avec des partenaires potentiels que vous allez pouvoir vous lancer. Puis c'est sûr qu'en groupe, on est plus courageux, puis on a plus tendance à vouloir se lancer. Tu sais, moi, je me suis lancé tout seul, mais en même temps, mon premier projet, c'était à 2. Fait que c'est ça. Je recommande ça. Ça serait mes. Ça revient tout le temps, Jean-Michel. Ça revient tout le temps, les Je gens. pense, hein? Oui, Puis il reste passé à l'action, évidemment. Là. Ça, c'est ça, exactement. On peut se soutenir mutuellement. Exact. Et on réinvente pas la roue, là. Oui. Et dis-moi, une citation qui t'inspire dans ton quotidien ou en immobilier? Très modestement, j'ai regardé plusieurs sites de citations ce matin pour trouver elle qui faisait mon affaire. Là. J'ai pris celle-là de Nelson Mandela. Donc, ça dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Fait que je pense que ça résume mon parcours. Tout à fait. C'est un parcours magnifique. On aime ça comme ça. C'est très modeste, là. Je commence. Écoute, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer, comme tu dis. Ça, c'est une certitude. Puis, je te souhaite plein d'autres projets. Et merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de ton parcours. Merci de m'avoir approché, Diane. Ça fait un plaisir. Merci. Bonne journée. Bye. Se former puis oser, c'est vraiment la clé en immobilier. Si vous n'avez pas encore lu le livre « L'indépendance financière par l'immobilier » de Jacques Lépine, dont nous parlait Jean-Michel, qui a inspiré d'ailleurs plein de gens en immobilier, je vous le recommande fortement. Et si vous n'avez pas encore trouvé des deals, eh bien, dépêchez-vous d'aller sur mon prospecteur et créer une alerte. Puis surtout, n'oubliez pas de faire vos suivis. Alors, merci d'avoir été à l'écoute pour Deal et Confidences. On se retrouve dans un autre épisode.